Aujourd'hui, nous sommes heureux de recevoir Cyril Béguin et Claire Atherton pour une émission spéciale dédiée à l'œuvre de la cinéaste Chantal Akerman. Chantal Akerman a créé une œuvre riche et libérée du formalisme du cinéma d'avant-guerre. Elle se révèle à elle-même grâce à Jean-Luc Godard en découvrant Pierrot le Fou. Elle dynamite donc ses premières résistances avec le court-métrage Saute ma ville. Puis viennent ses films phares, Je, tu, il, elle, Jeanne Dillman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, La Captive, Demain on déménage, entre autres. Elle raconte le quotidien, l'intimité, les errances, les passions, les ambivalences, l'histoire, l'urbain, en utilisant le temps et la lenteur comme échelle de vitesse d'obturation. Cyril Béguin est journaliste et éditeur. Il a dirigé l'ouvrage précieux et précis Chantal Akerman, œuvre écrite et parlée aux éditions L'Arachnéen, qui ont bénéficié d'une aide du CNL pour la fabrication de ce livre rare. Nous avons également la chance d'être en présence de Claire Atherton, la monteuse de Chantal Akerman, mais aussi la collaboratrice d'autres cinéastes comme Luc Decaster, Elsa Quinette, Christophe Bisson, Éric Baudelaire. Il s'agit aujourd'hui de vous donner la parole, d'une part sur le travail d'archives, de compilation et d'éditorialisation de ce livre, et d'apprendre comment vous avez échangé tous les deux pour proposer une sorte de journal intime de Chantal Akerman qui aurait 65 ans. Des notes, des éléments de scénario, des interviews, des photos, des notes d'intention, des bibles, des découpages techniques poétiques, des morceaux de papier, les 3 volumes qui constituent l'ouvrage Chantal Akerman, œuvre écrite et parlée, représentent une vraie mine d'or pour ceux qui souhaitent faire un voyage expérimental dans la psyché de Chantal Akerman. D'autre part, il est question ici de récit, d'une respiration et de sa réalisation en images. Comment le montage participe-t-il au récit ? Comment les silences, les bruits, la lumière consacrent-ils la narration de Chantal Akerman ? Pourquoi vous a-t-elle choisi, Claire ? Pour parler Chantal Akerman, c'est parti ! Bonjour Cyril Béguin. Pouvez-vous nous raconter le commencement ? Ce qui vous a attiré chez Chantal Akerman pour que vous décidiez d'en faire un livre? Alors, ce qui m'a attiré chez Chantal Akerman, c'était pas d'abord pour en faire un livre. J'étais comme tout le monde un simple spectateur. Et un simple spectateur étonné, fasciné, étourdi. Et ça a commencé avec Dest, il y a très longtemps. C'est le premier film. Donc c'est important parce que l'œuvre est tellement multiple, il y a tellement de manières de rentrer dans l'œuvre, et donc de commencer par une certaine tonalité, que raconter quel est le premier film de Chantal Akerman qu'on a vu. Je trouve ça toujours important. Donc moi c'était Dest, c'est-à-dire que c'était cette forme en partie documentaire ou appuyé sur quelque chose comme un geste documentaire, mais qui allait chercher complètement autre chose, à la fois géographiquement et cinématographiquement. Donc moi j'ai commencé par ça, et puis ensuite j'ai découvert le reste de l'œuvre, et ça s'est complexifié. Et puis au fur et à mesure que j'ai découvert l'œuvre et que j'y ai travaillé en tant que journaliste de cinéma et en tant qu'historien du cinéma, j'ai évidemment découvert les textes. Et donc l'origine de ce livre, c'était un simple désir de rassembler quelques textes qui étaient plutôt des notes d'intention sur les films, parce que c'était une pratique que Chantal Akerman avait, qui est une pratique que tous les cinéastes ont, mais ça c'est une question sur laquelle on va sans doute revenir. C'est-à-dire que ce qui est au cœur de ce livre aussi, c'est simplement de comprendre quel est le rapport d'un cinéaste au texte. Et avoir un rapport au texte, c'est pas nécessairement avoir un rapport à l'écriture, et ça c'est quelque chose qui s'est aussi éclairci au fur et à mesure du travail. Comprendre que Chantal Akerman avait un rapport à l'écriture, avec un rapport au texte. Et donc au départ, le livre était simplement ça, rassembler quelques notes d'intention, puisque c'est la vilaine manière dont on désigne ces textes dans le milieu du cinéma. Mais évidemment, quand Chantal Akerman écrivait une note d'intention, c'était déjà beaucoup plus qu'une note d'intention. Et donc cette première idée était de rassembler ces notes d'intention et d'en faire un petit livre, un petit recueil modeste. Et la première personne à qui j'ai pensé à l'époque pour en parler, c'était Claire Atherton, parce qu'on avait déjà été en contact
pour d'autres histoires. Et donc après la mort de Chantal Akerman, alors que j'ignorais même l'existence de la fondation, j'ai contacté Claire et je lui ai proposé cette idée. Et Claire m'a parlé de la fondation et m'a dit qu'à la fondation, il y avait eu aussi le désir, le projet, l'idée de créer ce que je crois à l'époque tu avais appelé un catalogue des textes, il me semble. Et donc en tout cas de créer quelque chose comme un rassemblement exhaustif de la production écrite de Chantal Akerman. Et donc à partir de là, on a réfléchi. On s'est beaucoup vu avec Claire Atherton et avec Sonia Wider-Atherton pour parler de ce que ce livre, ou de ce que ces livres, parce que à ce moment-là, on n'avait pas encore de préjugés sur la forme que ça pouvait adopter. Qu'est-ce que ça pourrait être, rassembler ces textes, ces scénarios, etc. Donc voilà, ça c'était le début du travail. Oui, moi ça m'a beaucoup ému quand Cyril m'a contacté et m'a parlé de ce projet. Déjà parce que je me souvenais que c'était lui qui avait fait un recueil de textes inédits de Chantal à l'occasion de la rétrospective de Chantal à Bobigny en 2014, et qu'à cette occasion, moi, il y avait eu une publication dans la série Bande à part, et qu'à cette occasion, Chantal avait été heureuse de lui confier à lui des textes inédits. Et donc, j'ai trouvé que c'était une belle continuité, et à la disparition de Chantal, la seule chose qui, moi, m'aidait à surmonter son absence, c'était d'être dans la continuité de continuer à faire bouger son œuvre, à faire connaître son œuvre, à la faire respirer, du coup cette proposition allait vraiment dans ce sens-là, donc j'étais très heureuse. Et effectivement, on s'est beaucoup vu, on a parlé de ce que ça pouvait être. Au début, c'était un peu comme un rêve. C'est vrai qu'il y avait eu y avait à l'époque un projet, mais qui était quand même assez vague, d'un catalogue raisonné un peu à trois dimensions, un catalogue raisonné des films, un catalogue raisonné des installations et un espèce de catalogue raisonné des textes. Mais bon, c'était pas très précis. Et tout à coup, voilà, la proposition de Cyril a rendu les choses beaucoup plus concrètes. Je me permets de rajouter une petite chose parce que il se trouve que je ne savais pas, et pourtant ça fait longtemps que je travaille avec Cyril et que je parle de l'œuvre de Chantal avec Cyril. Je ne savais pas que Dest était le premier film que Cyril avait vu de Chantal. Et voilà, ça me touche beaucoup de le savoir parce que je pense que c'est un film qui est extrêmement important, à la fois dans son œuvre à elle et à la fois dans notre histoire de collaboration toutes les deux. Donc c'est très beau que ça soit ce texte-là qui soit la rencontre de Cyril avec l'œuvre de Chantal. Et je pense que c'est aussi le premier texte que j'ai. Je me demande si c'est pas le premier texte que j'ai lu de Chantal en fait. Parce que je sais que ce que je disais tout à l'heure, ça se présente comme une note d'intention. Ouais. C'est intéressant cette histoire des désignations de textes, parce que c'est quelque chose qui, je pense que tout le rapport de Chantal Akerman à l'écrit, c'est arc-bouté contre cette problématique propre au cinéma, donc il y a une déclinaison technique de ce que sont les textes au cinéma. C'est ce qui fait, entre autres, que pour l'instant, toute la production écrite faite dans le cadre du cinéma résiste encore à l'entrée dans la littérature, parce que tout est mis sous une hiérarchie technique. Et donc je pense que, à la fois par ignorance au tout début, je pense qu'elle l'aurait dit peut-être comme ça elle-même,
quand elle a commencé à faire des films, elle a commencé à faire des textes, mais elle ne les pensait pas dans les formes canoniques techniques du cinéma. Et je pense que c'est quelque chose qui lui est resté. C'est-à-dire qu'elle écrit un texte parce que c'est une nécessité, je pense. Enfin, elle doit passer par l'écriture pour penser à un projet. Et puis ensuite, soit ce texte en entier tel quel, soit des morceaux, elle le transforme en quelque chose qui devient ce qu'on appelle un dossier de production, une note d'intention entre guillemets. Mais ensuite, ce texte, il peut encore voyager ailleurs. Il peut ensuite devenir un morceau d'une voix off dans un film. Enfin, voilà, il y a toutes ces circulations-là sur lesquelles on va revenir encore plus précisément, qui sont au cœur du livre. Je pense qu'ils sont vraiment au cœur de l'art de l'écriture de Chantal Akerman. Moi, ce que je ressentais très fort dans mon rapport de travail avec Chantal, c'est que c'est comme si les mots faisaient vivre la pensée. Donc on avait toujours l'impression qu'avec les mots, Chantal nous permettait, nous invitait à attraper sa pensée au vol. Que ce soit dans ce qu'elle me disait, parfois par téléphone, même quand on s'appelait pour quelque chose et qu'elle était habitée par un projet, elle pouvait me dire tout à coup des choses et j'ai l'impression que c'était des choses qui naissaient à ce moment-là, même si c'était aussi du ressassement, parce que bon, elle travaillait beaucoup sur le ressassement, mais avec le ressassement, donc finalement elle se disait toujours qu'elle parlait toujours de la même chose, mais en même temps c'était toujours nouveau et c'était le même rapport à ces textes où il y avait comme une espèce de pensée en mouvement qu'on pouvait saisir. Et c'est comme dit Cyril, ces textes n'ont jamais été... elle a jamais décidé que ce serait telle chose, un résumé, une note d'intention, etc. Elle écrivait pour justement donner vie à la pensée, donner corps à la pensée. Après, il y avait des mots oraux. D'ailleurs, j'en profite pour dire que vraiment, j'aime énormément le titre que Cyril et l'équipe de l'Arachnéen ont choisi pour le livre, œuvre écrite et parlée. Et comme le dit Cyril de très belle manière dans son texte d'introduction, ça ne veut pas dire que c'est un recueil de l'œuvre écrite et un recueil de l'œuvre parlée. Le « et » veut bien dire qu'il y a simultanéité, donc l'œuvre est écrite et parlée en même temps. Et c'est aussi ça que je pense que Cyril, à quoi Cyril pense quand il dit que les textes ont été après transformés, ont même fait partie de films. Mais bon, il y avait ce rapport-là à la pensée en train de naître, à la pensée en train de prendre corps. Et d'ailleurs, parfois, Chantal me faisait lire un bout de texte et puis elle en réécrivait un autre bout pendant qu'on était en train de monter. Et du coup, souvent, comme on commençait à travailler avant que le financement soit vraiment trouvé, en fait, elle écrivait des notes d'intention alors que c'était déjà bien engagé, mais c'était pour faire partie d'un dossier. Parfois, c'était une écriture extrêmement vivante et justement pas fermée, pas... Non, c'est très romanesque, justement. Ces notes d'intention, il y a un côté romanesque dans le sens où j'imagine c'est pas on ne s'attend pas à ça lorsqu'on lit ou un scénario ou une note d'intention. Je veux dire, c'est très incarné, je trouve. Oui, alors c'est des choses différentes. Incarné, romanesque, je pense que c'est deux choses très différentes. Romanesque, je pense que c'est un mot dont elle se méfiait beaucoup, à mon avis. Je sais pas ce que tu en penses, Claire, mais presque une tentation qu'elle avait. Mais je pense pas que romanesque soit une manière de qualifier. Dans la production écrite de Chantal Akerman, il y a beaucoup de choses différentes, aussi. Ouais. Je pense que il faut se méfier qui va être une tendance, je pense, dans l'accueil qui va être fait au livre, à essayer de trouver une même stylistique. Je pense que la liberté qu'elle appliquait à la création de ses films, elle l'appliquait aussi à l'écriture. Donc il y a certainement des textes qui sont du côté du romanesque, au sens où ils mettent en scène des histoires complexes, des personnages avec une psychologie profonde, etc. Ensuite, il y a des textes comme celui dont je parlais à l'instant, le texte de présentation de Dest,
qui n'a rien à voir avec le romanesque, enfin, qui est simplement un... Pour moi, ça a plus à voir avec l'essai. Enfin, c'est ce que j'essaye aussi de développer un petit peu dans le texte de présentation des volumes. Je pense que la vérité de l'œuvre de Chantal, elle tient plus sous le terme de l'essai, elle tiendrait plus sous le terme essai que sous le terme romanesque, à mon sens. Mais parce que l'essai peut avoir une définition extrêmement large et peut précisément mêler la fiction avec des éléments dits documentaires, ce genre de croisement entre des grandes catégories. Non, tu me rappelais cette phrase qui est je crois que c'est dans Lettres de cinéaste. Si j'ai fait du cinéma, c'est parce que j'ai pas osé faire le pari de l'écriture. Et c'est précisément un des énoncés contradictoires, enfin, une des manières que Chantal Akerman avait d'énoncer des vérités en les énonçant sous des formes d'autocontradiction. Parce que précisément, c'est une phrase qu'elle écrit. Donc si j'ai fait du cinéma, c'est que j'ai pas osé faire le pari de l'écriture, mais précisément, c'est quelque chose qu'elle écrit. Et donc précisément, comme Claire était en train de l'énoncer, à chaque moment, à chaque étape, le pari de l'écriture, elle le faisait, elle le relançait, et elle le relançait précisément comme pari. Comme pari, c'est-à-dire comme quelque chose qui n'a pas de forme, comme quelque chose qui est expérimental, comme quelque chose qui on essaie. Enfin, on essaie dans tous les sens du terme. On essaie parce qu'il faut essayer, voir où ce bout d'écriture nous mène, et qu'est-ce que ça va donner comme image, et qu'est-ce que ça va donner comme film. Enfin, ce genre de choses-là. Donc, je le redis parce qu'à la fois, cette petite phrase de Chantal Akerman, elle résume bien son rapport à l'écriture. Et puis, elle condense aussi un des traits stylistiques fondamentaux chez elle, qui est cette histoire de la contradiction, et que moi j'aime beaucoup, et plus je l'ai en tête, plus je la repère dans les textes. C'est quelque chose d'absolument... c'est très très fort chez elle, et je sais pas s'il y a beaucoup d'auteurs qui ont ça. Enfin, j'en ai pas d'autres, mais... Oui, je crois qu'en fait, j'ai l'impression que c'est une contradiction qui en fait lance peut-être même la question. Je pense que c'est là qu'est le cœur de cette... parce c'est quand elle dit qu'elle fait du cinéma parce que elle n'a pas osé faire le pari de l'écriture, on a l'impression qu'à l'intérieur de cette affirmation, elle appelle le contraire déjà presque. Et du coup, c'est comme si c'était une phrase qui elle-même pose question et qui, du coup, elle-même met l'autre en mouvement et à l'épreuve de recevoir ces mots et d'en faire quelque chose. Enfin, je ne sais pas si tu ressens ça comme ça. Et peut-être, enfin, je sais pas, peut-être que je vais essayer de relier ce que vous disiez, le mot que vous aviez utilisé, romanesque, qui en fait effectivement est un mot peut-être pas tout à fait, qui faisait peut-être pas tout à fait écho à l'écriture de Chantal, bien qu'il y ait un endroit où elle était attirée par ça, mais elle s'en méfiait parce que je pense que ça va toucher quelque chose qui justement a à voir avec l'idolâtrie et le fait de justement s'oublier, de se plonger dans une histoire et de s'oublier soi-même. Donc ça, c'est quelque chose dont elle se méfiait peut-être, mais on méfiait sûrement, mais on y reviendra peut-être. Par contre, je me disais peut-être que dans ce mot-là, ce que vous vouliez aller toucher, c'est l'engagement de chacun et de ce que chacun éprouve et de ce qu'on met comme sensation, sentiment, émotion dans le rapport aux mots de Chantal. C'est comme si ces mots nous parlent à chacun d'entre nous au plus profond. Oui, c'est le récit à la première personne, peut-être, parfois. Mais qui nous touche comme si on était presque les seuls à qui elle parlait. Enfin, je sais que souvent, je rencontre des gens à l'occasion de projections de ces films qui me disent qu'ils ont un rapport très intime avec elle et ils ont l'impression presque d'un rapport privilégié.
Et il y a peut-être cet endroit-là qu'elle arrive à créer avec chacun, parce qu'elle touche quelque chose de l'essence même de ce qu'on est. Alors voilà, c'était juste une tentative d'explication de ce mot, parce que c'est vrai que c'est de ce mot romanesque, parce que c'est vrai qu'il est, c'est des textes, l'œuvre écrite, en tout cas l'œuvre l'ensemble de textes dont on parle beaucoup là en ce moment, c'est ce qu'on appelle à tort, mais comme ça, les notes d'intention de Chantal sont très très différents d'autres notes d'intention d'autres films. Et d'ailleurs, moi, en tant que monteuse, je n'aime pas lire les notes d'intention des films que je vais monter, parce que je sens qu'on m'explique ce qu'il faut que je comprenne dans les images, et qu'on me donne un mode d'emploi pour comment monter, quoi. Alors qu'en fait, tout l'enjeu du montage, c'est de découvrir en faisant. Mais les textes de Chantal ne sont pas du tout comme ça. Au contraire, c'est une des matières avec lesquelles on travaille. Alors parfois, je les lisais, parfois, je les lisais pas, parfois, je lisais des bouts, parfois, elle préférait me les raconter, parfois, en fait, elle me disait, viens un peu, je vais te les montrer, puis elle les trouvait pas parce qu'ils avaient disparu dans son ordinateur. Donc, elle les retéléchargeait, mais là, elle tombait sur une ancienne version. Elle me dit, lis ça, c'est pas grave, on verra après. Et puis, bon, voilà, c'était toujours très, très vivant. C'était pas bien organisé. Et c'était un peu le contraire de l'organisation. C'était foisonnant. Mais ça nous donnait de la matière. Et même les textes qu'elle avait écrits, qu'après, elle voulait plus... sur lesquels elle voulait plus forcément se baser, ça nous donnait des choses à travailler. C'est comme certains plans ou certaines idées ou certaines matières qui nous accompagnent tout le long d'un processus de montage et qui finalement sont pas dans le film. Là, je pense par exemple pendant le montage de Sud, donc un film qui a été tourné dans le sud des États-Unis et qui revient sur un meurtre raciste, mais pas seulement, qui vraiment va faire une espèce de découverte, enfin non, c'est une... je trouve pas le mot. Qui va, interroger les paysages du sud des États-Unis et essayer de voir comment l'histoire les a habités et les habite toujours. Et pendant tout le montage de ce film, on écoutait Strange Fruit, la chanson de Billie Holiday, sans forcément penser qu'elle serait dans le film, en se disant que peut-être qu'elle y serait, et finalement elle y est pas, la chanson, mais elle est autrement dans le film. Donc c'est une comparaison que je faisais entre certaines matières qui nous accompagnent tout le long de la création, mais qui est pas forcément à la fin, ou qui peut arriver sous d'autres formes. C'est très vivant toujours. Après, là, caractéristiquement, sur Sud, il y avait une matière romanesque qui était Baldwin, dont elle parlait beaucoup, et puis qui n'est pas dans le film en tant que tel, enfin, qui n'est pas visible ou repérable dans le film, mais néanmoins, précisément dans les notes d'intention, elle ne cesse de citer Baldwin, Harlem Quartet de James Baldwin. Dans les notes d'intention, elle dit que le texte est important pour le projet du film, elle en cite même des extraits. Donc, c'est-à-dire qu'elle en cite des extraits parce que c'est aussi, je pense, une langue qu'elle aime. Donc, je pense qu'elle aimait le livre en tant que forme romanesque, en tant qu'histoire de personnages à l'intérieur des paysages dont tu parlais, Claire. Elle en cite des morceaux parce que je pense qu'elle aime la langue. Et donc, je pense que ça lui fait plaisir de reprendre à chaque fois, parce qu'il y a plusieurs notes d'intention, il y a plusieurs versions. La note d'intention pour Sud, mais à chaque fois, elle reprend, on sent que c'est au cœur. Ce sont des extraits qui l'obsèdent d'une certaine manière. Pour leur musique, je pense même. Et néanmoins, le film ne fait pas semblant ni d'emboîter le pas au romanesque de Baldwin, dans le sens où recréer des personnages qui ressembleraient au roman, ou que sais-je, ni même ne le cite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où Chantal Akerman, en voix off, aurait dit... Donc elle laisse, de la même manière qu'elle laisse l'histoire se transfuser dans les paysages de manière fantomatique, elle fait la même chose avec le texte. Elle le laisse à un état souterrain, on va dire. Il y a quelque chose comme ça qui se passe. Mais il était là. C'est-à-dire le romanesque dont vous parlez, il était là à un état sous-jacent.
Et je pense que dans beaucoup de documentaires, là-bas, il y avait Amos Oz, Histoire d'amour et de ténèbres, c'est ça, si je ne me trompe pas. D'Est, il y avait tout son travail sur Singer, sur Isaac Bashevis Singer, qui était là derrière, et puis beaucoup d'autres choses encore. Donc même dans les films les plus purement documentaires, et qui sont a priori complètement séparés de la littérature et du romanesque, il y a toujours une matière littéraire qui est présente. Une matière littéraire et aussi une matière vivante, je veux dire, parce qu'il y a aussi le Baldwin infusait les paysages de la même façon que la chanson de Strange Fruit. Elle était très 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 habitée par la façon dont Baldwin parlait du silence, du fait que le silence était extrêmement menaçant et les grillons devenaient comme une promesse de pire. Et c'est vrai que c'est des choses qui touchent les sens. Dans ces textes, presque tous les mots font image. C'est pas des textes théoriques, c'est pas des textes qui donnent une. C'est pas descriptif. Ça dépend ce qu'on appelle descriptif. Ou didactique, peut-être. Ouais, c'est pas des textes conceptuels, c'est pas des textes qui disent le film va dire ça et je vais faire comme ça pour que le film dise ça et je vais utiliser ça. C'est des textes qui sont. Il faut les découvrir. En fait, le mieux, c'est de les découvrir, de s'y plonger. Et comme le dit très justement Cyril, il y a beaucoup de nature de textes différents dans ce livre et on peut s'y plonger. On peut par exemple piocher, tomber sur n'importe quelle page, commencer à lire, revenir en arrière, repartir en avant. C'est un peu la même façon dont elle invite les gens à découvrir ces installations, d'y aller, mais de pas forcément avoir un parcours linéaire, d'avancer, de reculer. Et c'est ça, on se demandait justement avec Cyril tout à l'heure si c'était un livre qu'on lisait plutôt assis ou plutôt couché. Et en fait, il peut accompagner une après-midi sur un canapé assis, mais il peut aussi être un livre de chevet. Il est maniable. Ouais. C'est vrai qu'on peut piocher dans chaque tome et découvrir, ou un entretien radiophonique, ou votre livre est très riche. Et justement, le titre du livre, c'est Chantal Akerman, œuvre écrite et parlée. Justement, le travail de Chantal est une œuvre. Voilà. Donc. C'était. Donc l'œuvre comme. Alors j'aime parler de ce livre comme d'une expérience. C'est un livre expérimental. Donc effectivement, comme j'expliquais tout à l'heure, le projet au départ était plus modeste, et puis il y a eu ces discussions avec Claire et Sonia et la Fondation. Mais pour moi, c'était une sorte d'hypothèse. Il y avait deux hypothèses en fait. La première hypothèse, c'était est-ce que Chantal Akerman, écrivaine, ça a du sens. Est-ce qu'on peut dire ça? Donc, le livre devait répondre à cette question d'une certaine manière. Et l'autre question, c'était œuvre ou pas œuvre? Et si œuvre, oui, est-ce que c'est une œuvre écrite? Est-ce que c'est une œuvre écrite et filmée? Est-ce que c'est une œuvre écrite et parlée, comme on l'a finalement trouvé, etc. Mais ça, ce sont des hypothèses auxquelles j'ai répondu au fur et à mesure de rentrer dans les archives, de faire des tentatives de sommaire et puis de connaître un peu mieux les textes. Et donc la question Chantal Akerman, écrivaine, elle s'est résolue un peu plus par ce que j'essayais d'exprimer tout à l'heure, qui était de dire écrivaine oui, mais pas écrivaine au sens où il y aurait, alors ça je le formule un peu comme ça dans le texte de présentation, pas au sens où il y aurait, comme chez certains cinéastes, la Chantal Akerman cinéaste, et puis la Chantal Akerman écrivaine, donc la Chantal Akerman qui fait des films, la Chantal Akerman qui fait des installations, et la Chantal Akerman qui fait des livres. Ça s'est jamais passé comme ça. Donc écrivaine oui, mais en tant que l'écriture est
comme les autres éléments de ses actes de création, quelque chose qui circule et est susceptible de se transformer n'importe quand. Donc il n'y a pas de... En mouvement. En mouvement, C'est une œuvre en mouvement. sans hiérarchie et sans... alors j'allais dire sans sacralisation de ce qui est fait, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que d'un côté, je pense qu'effectivement, comme le racontait Claire tout à l'heure, je pense que les textes pouvaient être à l'état de note, quelque chose pouvait passer, se déchirer, se reprendre, être collé avec quelque chose d'autre, etc. Et d'un autre côté, et ça c'est aussi une autre forme de soi-disant contradiction que j'aime beaucoup dans l'œuvre de Chantal Akerman. D'un autre côté, il y avait aussi des textes qui étaient faits, et une fois qu'ils étaient faits, ils ne bougeaient plus. Je sais pas, enfin, tu me diras ce que tu en penses, Claire, mais moi je suis surpris de ça. Le cas le plus emblématique pour moi, c'est le texte de La Chambre. Bon, hein, c'est ce texte écrit en 1972 pour un court-métrage muet réalisé en 1972. Il devait y avoir une version sonore de ce film en 1972 avec ce texte en voix off. L'enregistrement aurait été fait mais perdu ensuite, donc ça je sais pas la précision de ça, ou si c'est une légende, mais en tout cas l'histoire est racontée comme ça. Chantal Akerman conserve ce texte, donc à la fois il existe un manuscrit de 1972, un tapuscrit, donc une version tapée de 1972 qui reprend avec 2-3 modifications de virgule ce qu'elle avait écrit à la main, donc elle tape ce qu'elle a écrit à la main sans modifier quoi que ce soit, et ce texte est conservé dans ses archives, et 40 ans plus tard, si je dis pas de bêtises, 2012, quand il faut... donc c'était pour l'installation de La Chambre, un moment donc, où elle a commencé à faire des installations au sens de l'art contemporain, et où elle pense à installer ce film, elle fait une tentative de réenregistrement de la voix off de ce texte à partir de ce qu'elle avait écrit en 1972, mais dans les enregistrements qui ont été conservés de 2012, elle ne modifie pas un mot de ce qu'elle avait écrit 40 ans plus tôt. Et donc ça, pour moi, c'est un cas emblématique aussi de la manière dont elle pouvait écrire quelque chose et ne plus le retoucher. Donc les choses pouvaient circuler, mais il y a aussi des choses qui ne bougeaient pas. Qui ne bougeaient pas. Alors je ne sais pas s'ils ne bougeaient pas, c'est pas parce que j'utilisais le mot sacralisation tout à l'heure, je ne pense pas que c'était ça du tout. Je pense qu'il y a quelque chose, et je vais lancer le mot avec toutes les pincettes et avec tout l'aspect positif qu'on peut lui donner. Je pense qu'il y avait quelque chose, je vais dire une fainéantise, mais c'est pas une fainéantise, c'est-à-dire je pense qu'une fois que les choses sont là, c'est un peu comme dans la formule de Rossellini, les choses sont là, pourquoi les manipuler? Enfin, une fois que la chose est faite, pourquoi y retoucher? Enfin, je pense que le texte à ce moment-là témoigne d'une énergie ou d'une... Oui, et je pense qu'il y avait aucune nécessité à le reprendre. Oui, alors c'est très beau ce que tu racontes. C'est vrai que à la fois les textes bougeaient, certains textes bougeaient et d'autres pas, mais c'est pas les mêmes textes. J'ai l'impression que c'est moi aussi, je parle à partir de comment je sens personnellement les choses, hein, mais et son rapport à l'écriture, mais pour moi ce texte-là c'est comme un cri, c'est comme un moment où elle a écrit, où elle a jeté des mots sur un papier, comme elle aurait pu comme elle a écrit les chansons beaucoup plus tard de Golden Etis très vite, et c'est resté ce moment-là de vérité, et il n'y avait pas effectivement de raison de le modifier. Donc quand on l'a repris, alors c'est plutôt en 2007, au moment où on a fait la première version de La Chambre, et qu'on a essayé de l'installation La Chambre, et qu'on a pensé, on s'est posé la question de savoir si on travaillerait une bande sonore. Effectivement, il y a eu cet essai d'enregistrement, et le texte n'a pas changé.
il était là et il n'y avait aucune raison de le changer parce que c'est comme... Oui, ça aurait été des retouches et il n'y avait pas lieu de faire de retouches. Il existait, il était vrai, il était là. D'ailleurs, le texte de là-bas que Chantal avait écrit avant qu'on fasse le montage du film, il n'a pas non plus été retouché. Simplement, on en a pris des bouts. Et il est arrivé que parfois on se demande s'il fallait pas changer un petit peu tel bout pour que, entre guillemets, ça tombe mieux parce qu'on prenait qu'un morceau, etc. Et à chaque fois qu'on essayait de changer et de changer même 3 mots au début pour que, entre guillemets, ça rentre mieux, tout tombait, quoi. Il fallait garder cette simplicité, même cette façon de mélanger les temps, de rentrer un peu abruptement, que les césures existent. On voulait pas trop organiser. Il fallait pas. Le texte résistait. Comme disait Chantal d'un film, quand on était en cours de montage et qu'on essayait de faire des modifications qui ne fonctionnaient pas, qui ne marchaient pas, qui ne nous parlaient pas, elle disait le film résiste. C'est bon signe, ça veut dire qu'il existe. Et c'est pareil avec les textes. Donc ils résistaient, ils existaient. Et donc ces textes existaient, il n'y avait aucune raison de les changer, ils étaient là. Par contre, il y a d'autres textes qui étaient que Chantal, enfin je sais pas, qui étaient plus comme des bouts de pensée qu'elle mettait sur du papier, qu'elle écrivait, oui, mais c'était comme plus une parole, comme par exemple quand elle pensait à un film, souvent elle racontait ses envies, ses intuitions au téléphone à des gens proches, et elle les racontait et elle les re-racontait. Et moi, parfois, j'étais en montage et je l'entendais parler à d'autres gens et raconter la même chose, mais de plein de façons différentes. Et c'était cette façon de toujours tourner autour de quelque chose qui était à venir et qui la taraudait. Et du coup, elle pouvait à ce moment-là, après avoir pas mal de morceaux épars, en plus en se perdant dans les versions comme je racontais. Et puis du coup, mais c'était pas, je sais pas, ouais, c'est pas la même chose. Je sais pas très bien comment le dire plus précisément, mais enfin toi qui connais vraiment du coup beaucoup mieux l'œuvre écrite et parler de Chantal que moi aujourd'hui, je sais pas ce que tu peux en... Tu vois cette comparaison que je fais. Oui. Moi je suis... Disons, je reste frappé par la manière dont Chantal, quand même, avait une tendance au remploi de ses propres productions, qu'elles soient écrites ou filmées, si tu veux. Par exemple, à un moment, j'avais proposé à l'Arachnéen, enfin, je l'ai pas vraiment proposé, mais c'est une hypothèse, une autre hypothèse qui est passée pour structurer le livre. Puisqu'on s'était dit, l'ordre chronologique, peut-être c'est pas la bonne solution, peut-être qu'on peut faire autrement. Et j'avais dit, il y a deux modèles que Chantal nous a donnés, d'une certaine manière, de remontage de sa propre œuvre. C'est Chantal Akerman par Chantal Akerman, le film. Donc, puisque dans Chantal Akerman par Chantal Akerman, il y a une introduction où elle s'exprime face caméra avec un texte à caractère autobiographique, et puis ensuite il y a un montage d'extraits de ses propres films, mais qui ne respecte pas l'ordre chronologique de la filmographie. Donc elle propose elle-même des collages entre des moments de son œuvre. Et puis il y a ce long texte qui s'appelle « Le frigidaire est vide, il faut le remplir », qui est un texte autobiographique qui avait été publié par les Cahiers du cinéma en 2004 dans un livre qui s'appelait « Autoportrait en cinéaste ». Et Autoportrait en cinéaste, il est entièrement fait enfin, il n'est pas entièrement fait, si, il est entièrement fait de choses qu'elle a écrites pour le livre, et puis c'est un vaste collage, une vaste reprise de morceaux d'autres textes qu'elle reprend tels quels, là aussi sans les modifier. Plus là à titre de document, mais
elle les réintègre complètement dans le... Ouais, mais ce que je veux dire, pardon. Non. Ce que je voulais juste dire, en fait, c'est que c'est pas des retouches. C'est plus en fait des montages. C'est plus des montages. Donc du coup, ce texte de la chambre, c'est un texte qu'elle a écrit à un moment qui restera vrai comme ça. Alors ça veut pas dire qu'elle va pas le remettre, mais par contre, le texte, par exemple, sur Sud, où il y a plein de versions, c'est des choses qu'elle a écrites et qu'elle a mises ensemble après de manière parfois différente les unes des autres, quoi. Et ça ne va pas, au contraire, c'est pas contradictoire, parce que justement, le réemploi prouve que c'est des choses qui existent et qui sont matière par elles-mêmes. C'est ça que... Après, elle allait pas reprendre le texte de la chambre en disant, tiens, je vais te dire ça comme ça, parce que ça serait plus clair. C'était pas du tout ça. Et d'ailleurs, les scénarios, c'était... moi, je me souviens de Chantal, toujours très heureuse des débuts du travail sur les scénarios, sentant qu'elle avait une grande inspiration, que ça venait très vite, etc. Et après, commencer... Dans certains cas, les moments où il y avait relecture, il y avait conseil, et là, ça commençait à être compliqué, à la faire souffrir, et où elle perdait cette espèce d'énergie première qui était ce qui l'a motivé, ce qui lui donnait l'énergie, le cœur, dès qu'il fallait commencer à expliciter, à être plus logique, à préparer l'entrée de tel personnage, à toutes ces choses d'organisation au sens moche du terme, parce qu'il y a aussi organisation, c'est un mot un peu qui a plein de sens, mais c'est quelque chose qui la bloquait. Alors dans des textes comme celui sur lequel on revient beaucoup de Sud, c'est aussi parce qu'il y avait une œuvre en mouvement qui était en train de se créer parallèlement, qui était le film. Donc c'était autre chose, mais elle n'aimait pas modifier, changer trop, c'est vrai. C'est pour ça que vous dites que c'est une expérience. Finalement, l'œuvre de Chantal Akerman, elle serait toujours en mouvement. Elle interroge le spectateur ou le lecteur en le laissant libre aussi. On a le sentiment que son œuvre nous permet d'emprunter un chemin ou l'un de ses chemins à elle, tout en nous laissant une grande liberté, puisqu'elle nous interroge, en effet. Il y a quelqu'un là, j'ai fait une présentation récente du livre, et il y a quelqu'un qui est intervenu en me disant, ce qui me frappe dans les textes de Chantal Akerman, c'est que ce sont des textes fiévreux. Et moi, ça m'a choqué, entre guillemets, parce que disons que je pense que toute catégorisation me gêne un petit peu. Vous parliez de romanesque tout à l'heure, j'ai un peu réagi. Le fiévreux me gêne aussi parce que je vois à quoi on fait allusion, mais je pense que c'est réduire beaucoup le rapport que Chantal Akerman pouvait avoir à l'écriture, ou voire même à la littérature en général. Je pense que son rapport à l'écriture et à la potentialité de la littérature excédait de beaucoup ces catégories-là. Néanmoins, ce sentiment que vous avez du présent, pour moi, c'est un sentiment présent et présence. On sait que ce sont deux choses qui sont liées. Donc, je pense que c'est plus ça, c'est plus la présence. C'est la présence qui est due à cette mise en scène du jeu, qui est due aussi à la simplicité du style sur laquelle elle a toujours beaucoup insisté, jusqu'à des extrémités fortes. Donc elle parlait de l'écriture plate. Elle disait qu'elle aimait l'écriture plate, ou pour utiliser un autre concept, ce qu'elle appelait l'écriture mineure ou la littérature mineure, donc selon le concept emprunté à Deleuze-Guattari. Donc il y a ça d'un côté pour le présent ou la présence. Et puis d'un autre côté, je pense aussi que ce qui fait que l'œuvre continue de nous parler, alors à part le fait qu'il y a de manière très évidente beaucoup de sujets, puisqu'il y a aussi des sujets, là on parle beaucoup de style, mais il y a aussi des choses sur lesquelles Chantal écrivait ou qu'elle allait filmer, et que ces sujets-là, qui sont le racisme, la guerre, les oppressions, etc., sont des sujets qu'on traverse de manière terrible aujourd'hui, et qu'elle s'est intéressée à des zones géographiques qui sont celles qui mettent le monde en crise encore aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a une grande part de l'actualité de l'œuvre de Chantal Akerman qui passe par ça, tout simplement. Mais ce qui est passionnant, c'est que
c'est que contrairement à ce que on vit aussi, nous, quotidiennement, dans le rapport à cette actualité, Chantal Akerman s'est jamais mise en position d'expert sur aucun des sujets qu'elle a traités. Ni en position de surplomb, ni en position d'expert, ni en position de quelqu'un qui disait « je pense ceci de cette chose-là ». C'est ce qui crée aussi le trouble, certainement, face au film comme face au texte. C'est-à-dire que si on les consulte, si on les lit, si on les regarde en étant à la recherche d'une réponse, on va pas nécessairement la trouver. Si on regarde Dest, qui est un film qui a été tourné en partie en Ukraine, déjà le film ne nous dit pas quels sont les plans qui ont été tournés en Ukraine, et puis ne va pas forcément chercher des zones qui ont une signification historique précise par rapport à la situation de l'Ukraine, ou en tout cas ne nous le pointe pas et ne nous le signale pas. Tout ça, je pense, fait partie j'allais dire d'une stratégie, mais c'est vraiment pas le mot, d'une philosophie, d'une manière, oui, d'une sorte d'éthique. De l'expérience. Alors, de l'expérience, sans doute, mais je pense pas tout à fait. Alors, l'expérience, si, au sens de l'expérimental, mais pas de l'expérience au sens où les anglo-saxons l'entendent, du vécu. Dans le sens où l'œuvre de Chantal Akerman, que ce soit les films ou les textes, ne sont pas non plus des... C'est pour ça que je réfute un peu le mot de fiévreux, par exemple. Fiévreux, romanesque... C'est quelque chose qui peut... Enfin, à l'évidence, les films ont besoin de partager une expérience, au sens où les films et les textes ont besoin de partager une expérience, au sens de partager une expérience entre eux et ceux qui le reçoivent. Donc il faut que quelque chose passe. Chantal Akerman l'exprimait, elle disait « Moi, je fais des films pour faire passer une sensation de temps dans le corps du spectateur. » Par exemple, elle ne l'exprimait pas tout à fait comme ça, je le dis mal, mais l'idée était celle-là. Et je pense qu'il y a quelque chose dans les textes qui est du même domaine, alors à la fois de la perception temporelle, à travers le phénomène du ressassement, de la psalmodie, de la litanie, et puis de quelque chose, de l'accès à la présence. Mais cette présence, par exemple, dans les textes, ce qui est souvent intéressant, alors dans un des textes les plus beaux de Chantal Akerman, qui est Une famille à Bruxelles, par exemple, cette présence, elle n'est pas fixe. Une famille à Bruxelles commence avec un narrateur et à un moment bascule sur un autre narrateur sans nous le dire. Donc la présence change de personnage. Et ça, toute l'œuvre de Chantal Akerman est faite là-dessus. Plus que l'expérience, en tout cas, ce que je voulais exprimer tout à l'heure, c'était une philosophie fondamentale, une éthique fondamentale chez Chantal Akerman, dans les textes comme dans les films. Je pense que c'est l'absence de maîtrise. Enfin, il faut pas... De cadre. Non, il faut pas ça encore, oui. Il faut échapper à la maîtrise, d'une manière ou d'une autre. Et échapper à la maîtrise, ça passe, entre autres, justement par le fait de faire des documentaires sans donner certaines informations qui sembleraient totalement évidentes ou fondamentales pour d'autres documentaristes. Donc, enlever, libérer, rouvrir, mais de manière aussi à ne pas prendre soit créateur du texte ou du film, une position de surplomb par rapport au sujet qu'on traite, très simplement, quoi. L'absence de maîtrise, là, Cyril touche quelque chose de fondamental, en tout cas dans notre pratique du montage. Parce qu'il y avait vraiment... c'est vrai que je pourrais dire que c'était une éthique, une philosophie fondamentale, c'était de découvrir le film en le faisant, et de jamais l'enfermer dans des idées préconçues, des conclusions auxquelles on voudrait que le spectateur arrive, jamais. Et d'ailleurs, le film se révélait à nous au fil du montage. Dest en est un très très bel exemple, parce que quand on montait Dest, on ne parlait en salle de montage que
de comment les plans résonnaient les uns avec les autres. On parlait de lumière, on parlait de contraste, on parlait de couleurs, on parlait de rythme, de son, de brutalité des raccords, des visages, de la douceur de sourire, de choses comme ça. Et vraiment, on parlait de rien d'autre. Et on construisait cette œuvre qui nous était mystérieuse à nous-mêmes. Il y avait comme une espèce de opacité une espèce qui était là, une espèce de mystère qui flottait dans la salle de montage sans qu'on sache exactement ce qu'on touchait. Et en même temps, on sentait que c'était impossible de dire plus, que ça nous aurait arrêté dans notre élan. Il y avait cette impossibilité de dire ce à quoi on pensait ou ce que ces images ce à quoi ces images nous faisaient penser. Et c'est beaucoup plus tard, au moment de la création de l'installation, on a senti qu'il fallait autre chose, parce que quand on a décomposé le film dans l'espace, on a fait une série de triptyques sur des moniteurs, et on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui manquait, parce que il y avait cette traversée de l'espace, mais on sentait qu'il y avait... dans un film, il y a toujours un début, un milieu et une fin. Il y a toujours une narration, même si c'est un film qui est ce qu'on appelle contemplatif. J'aime pas du tout la différence qu'on fait entre les films contemplatifs et les films narratifs. D'Est est un film qui a une narration. Tout film a une narration, parce qu'il est construit dans le temps. Et là, tout à coup, on construisait dans l'espace, et du coup, il y avait cette mise en boucle qui nous faisait sentir qu'il manquait une tension. Et du coup, on a créé un dernier espace. Et c'est là que les mots de Chantal sont arrivés. Chantal a commencé à mettre des mots sur ce à quoi faisaient référence les images qu'on était en train de travailler depuis déjà plusieurs années. C'est vraiment pour donner un exemple de comment une œuvre se révèle à elle-même et à nous au fur et à mesure du montage et de la création. Et je pense que cette démarche-là, c'est une démarche que l'œuvre de Chantal invite le spectateur à faire également. C'est-à-dire que et du coup, c'est en impliquant le spectateur, et du coup, chaque spectateur remet l'œuvre au présent d'une certaine façon. Le film n'est pas contextualisé, en fait. Souvent, les films de Chantal ne sont pas contextualisés. C'est jamais un film sur un endroit. C'est jamais un film sur un événement. C'est un film qui part d'un événement, qui part d'un lieu, qui part d'une découverte, qui part d'une obsession, et qui va toucher plein d'autres à la fois sujets et en même temps toujours les mêmes sujets, qui sont qu'est-ce qu'on fait dans ce monde. Et dans Sud, pour revenir à Sud, on en parle beaucoup aujourd'hui, et tant mieux, parce que c'est un film qui n'est pas si connu et que je trouve vraiment essentiel. Il y a un moment donc, dans l'église où il y a une énumération par la sœur du jeune homme qui a été tué de tous les noms des personnes à qui il va manquer. Et ces noms-là, ce moment-là, chaque fois nous faisait presque à toutes les deux monter les larmes, parce que ça nous faisait penser à d'autres moments, à d'autres noms qui avaient été prononcés, à d'autres énumérations comme ça de gens qui pensaient à un être qui manque. Et même la mère de Chantal a été très très émue par ce passage-là. Et donc c'est comme si elle disait, comme Baldwin l'a dit, mon œuvre n'est pas sur l'histoire des Noirs aux États-Unis, elle est sur l'histoire des États-Unis. Parce que l'histoire des Noirs aux États-Unis fait partie de l'histoire des États-Unis. Et donc Sud n'est même pas un film sur l'histoire des États-Unis, c'est un film sur
notre façon d'être au monde, parce que cette façon-là, ce qui s'est passé là, nous concerne tous. Donc je pense que c'est cette façon, cette approche-là qui fait de Chantal, je pense que c'est cette approche-là qui fait de l'œuvre de Chantal une œuvre au présent. C'est qu'elle n'est jamais confinée à un lieu, une date ou une situation. Elle nous englobe, et c'est aussi ça qui la rend à la fois une œuvre d'expérience et d'expérimentation. Merci beaucoup Claire Atherton, merci beaucoup Cyril Béguin. L'ouvrage Chantal Akerman, œuvre écrite et parlée, dont l'édition a été établie par Cyril Béguin, a été publié aux éditions L'Arachnéen et aidé par le Centre national du livre.